En cette année 1991, la ville du Caire étouffe sous une chaleur lourde et poussiéreuse. Les ventilateurs de plafond tournent inlassablement dans les rédactions des grands journaux de la capitale. Au milieu de ce chaos de papier et d'encre travaillait un homme guidé exclusivement par la raison. Muhammad Isa Daoud était un journaliste d'investigation respecté et profondément incrédule face aux mythes. Sa plume acérée s'attaquait régulièrement aux superstitions qui paralysaient la société égyptienne. Pourtant, des rumeurs étranges commencèrent à saturer les ruelles sombres du vieux quartier d'Al-Gamaliya. Des citoyens ordinaires affirmaient entendre des voix désincarnées murmurer derrière les murs des maisons abandonnées. Daoud pensait d'abord qu'il s'agissait d'une simple hystérie collective provoquée par la crise économique. Il décida d'ouvrir un dossier d'enquête pour démonter rationnellement ces prétendus miracles urbains. Ses pas le menèrent vers les archives poussiéreuses de la vieille ville à la recherche de précédents historiques. Il y découvrit des rapports coloniaux britanniques décrivant des phénomènes magnétiques anormaux dans les mêmes secteurs. Chaque témoignage historique semblait converger vers une seule et même entité sans nom. Le journaliste commença alors à interroger des psychiatres renommés de l'université d'Ain Shams. Les experts médicaux confiaient, sous couvert d'anonymat, faire face à des pathologies mentales totalement inexplicables. Un soir d'orage rare sur le désert, un informateur anonyme contacta Daoud par le téléphone fixe de sa demeure. La voix au bout du fil tremblait d'une terreur primitive indéniable. L'inconnu lui donna rendez-vous dans un café désert en bordure du cimetière de la Cité des Morts. Daoud glissa son carnet de notes dans sa poche et quitta son domicile sous une pluie fine. Les rues étaient étrangement désertes, comme vidées de leur substance humaine habituelle. En arrivant au lieu convenu, il aperçut une silhouette enveloppée dans une longue abaya sombre. Le journaliste s'assit en face de l'homme sans prononcer un seul mot de salutation. L'informateur posa sur la table une cassette audio sans aucune inscription. « Ce n'est pas une maladie, Daoud, c'est un traité de paix rompu », murmura la silhouette. Avant que Daoud ne puisse poser une question, l'homme se leva et s'évanouit dans le brouillard du cimetière. Seul face au vide, le reporter ramassa l'objet en plastique d'un geste déterminé. De retour dans son bureau secret, il inséra la bande dans son lecteur avec une certaine appréhension. Un sifflement strident remplit immédiatement l'espace, suivi par un grondement d'une profondeur anormale. Ce n'était pas une voix humaine, mais une superposition de fréquences qui faisait vibrer les vitres de la pièce. Daoud sentit les poils de ses bras se hérisser sous l'effet d'une baisse soudaine de la température. Le rationaliste en lui chercha immédiatement une explication technique comme un défaut d'enregistrement magnétique. Mais la bande commença à prononcer son propre nom de famille avec une clarté terrifiante. L'enregistrement stoppa net dans un claquement sec, laissant place à un silence de plomb. Le journaliste recula son siège, réalisant que son enquête venait de franchir une frontière dangereuse. Il comprit que pour obtenir des réponses, il devait remonter à la source de cette fuite d'informations. Ses investigations le menèrent à l'existence d'un cercle d'érudits occultes opérant secrètement dans la périphérie de la ville. Ces hommes prétendaient détenir la clé des mondes invisibles évoqués dans les textes anciens. Daoud ne cherchait plus à écrire un simple article de journal, mais à préserver sa propre santé mentale. Chaque pas qu'il faisait dans les rues du Caire lui laissait désormais l'impression d'être épié par des milliers d'yeux invisibles. Le scepticisme pur qu'il avait défini pendant des décennies s'effondrait face à une réalité insaisissable. C'est alors qu'une adresse précise fut griffonnée mystérieusement sur la vitre embuée de sa propre voiture. L'adresse correspondait à un immeuble condamné où se déroulaient d'effroyables crises de possession nerveuse. Sans le savoir, le journaliste rationnel marchait vers son premier véritable rendez-vous avec le monde de l'invisible. Alors qu'il posait le pied sur la première marche du hall d'entrée, un cri inhumain retentit des étages supérieurs. Ce cri glacial transperça la cage d'escalier en béton, pétrifiant instantanément les jambes du journaliste égyptien au bas des marches. L'écho de la plainte inhumaine vibrait encore contre les murs décrépits, propageant une onde de panique pure dans l'air lourd de la nuit. Reprenant ses esprits, Muhammad Issa Daoud agrippa fermement la rampe métallique rouillée pour entamer sa lente ascension vers l'inconnu. Chaque pas du journaliste brisait le silence de plomb qui était retombé sur le vieil immeuble du quartier d'Imbaba. Une odeur âcre de soufre et d'encens brûlé commença à couler le long des marches, prenant la gorge du chercheur au dépourvu.
Devant la porte entr'ouverte du 4e étage, une lumière vacillante projetait des ombres dansantes et grotesques sur le sol. Daoud poussa lentement le battant en bois massif, révélant une pièce plongée dans un chaos indescriptible. Au centre du salon, une jeune femme était maintenue de force sur un tapis usé par 4 hommes vigoureux de sa famille. Ses membres se tordaient selon des angles impossibles, défiant totalement l'anatomie humaine et la logique médicale. Le visage de la malheureuse était déformé par une grimace de haine pure, ses yeux révulsés, ne laissant voir que le blanc. Une voix masculine et caverneuse s'échappa soudain de sa gorge fine, proférant des insultes dans un dialecte inconnu. Le journaliste recula d'un pas, sortant fiévreusement son petit carnet pour noter les détails de cette scène surréaliste. La force physique déployée par la jeune femme était telle qu'elle souleva un des hommes adultes d'un simple coup de torse. Un vieil homme en longue abaya blanche commença alors à réciter des versets sacrés d'une voix tremblante mais ferme. À l'écoute de ces paroles, le corps de la possédée fut secoué de violents spasmes, comme s'il était brûlé par un feu invisible. L'entité tapie en elle ricana d'un rire strident qui fit frissonner toutes les personnes présentes dans la pièce. Daoud comprit immédiatement que ces grilles de lecture journalistique classiques ne suffiraient pas à expliquer ce phénomène. L'entité commença à révéler des détails intimes sur la vie des personnes présentes, des secrets que personne ne pouvait connaître. Les yeux de la possédée se fixèrent soudain directement sur Daoud, l'index pointé vers lui malgré les entraves. « Tu cherches la vérité, journaliste, mais tu n'es pas prêt pour le prix qu'elle coûte », gronda la voix double. Un frisson de glace descendit le long de la colonne vertébrale de Daoud alors que la pièce semblait se refroidir brusquement. Le vieil exorciste intensifia ses incantations, versant de l'eau bénite sur le front brûlant de la victime. Puis, de manière totalement abrupte, le corps de la jeune femme se détendit et elle s'effondra, inanimée. Ses proches éclatèrent en sanglots silencieux, épuisés par des heures d'une lutte qui dépassait l'entendement humain. Mohammad Isa Daoud quitta l'appartement en silence, l'esprit submergé par des questions vertigineuses. Les rues du Caire, d'ordinaire si familières, lui parurent cette nuit-là habitées par une présence invisible et menaçante. Refusant de céder à la superstition, le journaliste décida de chercher d'autres cas similaires à travers la capitale. En quelques semaines, ses investigations le menèrent des ruelles de Sayeda Zainab au faubourg de Gizeh. Partout, il découvrait le même schéma terrifiant. Des individus sans antécédents psychiatriques sombrant dans la folie du jour au lendemain. Les rapports médicaux officiels qu'il parvenait à consulter évoquaient de vagues crises d'hystérie collective sans conviction. Mais sur le terrain, les témoins parlaient tous d'ombres mouvantes, de voix venues d'ailleurs et de pactes brisés. Daoud commença à se sentir suivi lors de ses déplacements nocturnes dans les vieux quartiers de la ville. Le frottement discret de pas invisibles sur les pavés semblait accompagner le rythme de sa propre marche. Sa quête de rationalité se transformait lentement en une traque obsessionnelle contre un ennemi impalpable. C'est alors qu'un informateur anonyme lui glissa un bout de papier contenant une adresse secrète dans la cité des morts. La note mentionnait une séance de désenvoûtement clandestine d'une violence sans précédent qui devait s'y tenir. Malgré le danger évident de s'aventurer dans ce cimetière habité, Daoud savait qu'il tenait là sa clé. Les forces invisibles semblaient converger vers ce point précis du désert urbain, l'attendant au tournant. Alors qu'il franchissait les grilles rouillées de la nécropole, le magnétophone dans son sac se déclencha tout seul dans un grésillement strident. Le bruit métallique et strident s'échappant de son sac figua instantanément les pas du journaliste au milieu des tombes. Ses doigts tremblants glissèrent lentement sur la fermeture éclair pour faire taire l'appareil possédé. La bande magnétique tournait obstinément à vide, capturant le silence de mort de la nécropole. Sans perdre une seconde, il enfonça brutalement le bouton d'arrêt pour dissimuler sa présence aux alentours. Daoud réajusta sa veste et pressa le pas à travers les ruelles sinueuses du quartier historique. Une ombre familière l'attendait patiemment devant l'entrée dérobée d'un vieil immeuble décrépit. Son contact lui fit un simple signe de tête avant de s'enfoncer dans le couloir obscur. L'air du couloir était lourd, saturé par une odeur entêtante d'encens noir et de poussière séculaire. À chaque pas sur les marches en pierre, des murmures étouffés descendaient des étages supérieurs. Le journaliste savait pertinemment que sa présence à cette cérémonie interdite mettait sa vie
en danger. Ils s'arrêtèrent enfin devant une lourde porte en chêne gravée de symboles protecteurs anciens. L'informateur frappa 3 coups brefs, selon un code convenu à l'avance pour donner l'alerte. Un Judas s'ouvrit discrètement, révélant le regard méfiant d'un homme d'âge mûr. La serrure grinça longuement avant de s'effacer pour les laisser pénétrer dans l'appartement secret. Une douzaine de personnes étaient assises en cercle sur de grands tapis orientaux usés. Au centre de l'assemblée, une jeune femme lourdement voilée balançait frénétiquement son buste de gauche à droite. Un vieil homme à la barbe blanche psalmodiait des versets sacrés d'une voix grave et rythmée. Daoud se glissa discrètement contre le mur du fond pour observer la scène sans attirer l'attention. L'atmosphère de la pièce devint soudainement glaciale, faisant s'élever une fine buée des lèvres du journaliste. Les bougies disposées aux 4 coins de la pièce vacillèrent violemment avant de s'éteindre presque toutes. La femme possédée poussa un rugissement inhumain, une voix double et métallique qui brisa le silence. Ses membres se tordirent dans des angles impossibles, défiant totalement l'anatomie humaine ordinaire. Le cheikh intensifia ses prières, sa main droite posée fermement sur le front de la malheureuse. Des parcelles de lumière dorée semblèrent flotter un court instant dans les volutes de fumée d'encens. Soudain, la femme cessa de s'agiter et se tourna lentement vers la position exacte de Daoud. À travers le tissu noir de son voile, 2 lueurs ambrées et surnaturelles fixèrent le journaliste rationaliste. Un choc psychique d'une violence inouïe percuta l'esprit de Muhammad, lui coupant instantanément la respiration. Des visions de déserts de feu et de cités de pierre noire submergèrent sa conscience en 1 seconde. « Tu cherches la vérité, journaliste !» gronda une voix directement à l'intérieur de son propre crâne. Daoud tomba à genoux, luttant farouchement pour ne pas perdre connaissance devant l'assistance. Le cheikh remarqua la détresse de l'intrus et pointa son index vers la femme en criant un ordre. Il versa une fiole d'eau pure sur le visage de la possédée pour briser le lien psychique. La connexion se rompit brutalement et l'esprit de Muhammad retrouva instantanément sa clarté originelle. La jeune femme s'effondra inanimée sur le tapis, totalement vidée de son énergie vitale. Profitant de la confusion générale, Daoud se releva péniblement et se dirigea vers la sortie. Il s'échappa de l'immeuble pour retrouver l'air frais et la sécurité relative de la nuit carotte. L'entité invisible ne l'avait pas agressé par hasard. Elle l'avait délibérément choisi pour livrer un message. Dans sa poche, le journaliste sentit une étrange chaleur émaner du magnétophone portable. Il sortit l'appareil et constata avec stupeur que les compteurs de décibels s'affolaient en silence. Une adresse précise et un nom venaient de s'imprimer d'eux-mêmes sur l'étiquette vierge de la cassette. Muhammad Isa Daoud glissa la mystérieuse cassette audio dans sa poche de veste alors que ses doigts tremblaient de façon incontrôlable. L'adresse inscrite sur l'étiquette pointait vers un quartier reculé et totalement délaissé de la banlieue du Caire. Le journaliste descendit du taxi en observant les façades décrépites des immeubles plongés dans une obscurité totale. Un silence de mort régnait dans cette ruelle étroite, brisée uniquement par le vent sec qui faisait claquer les volets brisés. Serrant fermement sa lourde mallette contenant le magnétophone à bande, Daoud s'avança vers le porche de l'immeuble désigné. La lourde porte en bois vermoulu céda dans un grincement sinistre qui résonna douloureusement dans la cage d'escalier. Chaque pas sur les marches de pierre recouvertes de poussière accumulée depuis des décennies semblait peser une tonne. Une odeur persistante d'encens brûlé et de moisissure flottait dans l'air confiné, prenant immédiatement Daoud à la gorge. Arrivé au 3e étage, il constata que la porte de l'appartement numéro 4 était mystérieusement entr'ouverte. L'homme poussa doucement le panneau de bois, révélant un salon d'époque entièrement drapé de draps blancs poussiéreux. Au centre de la pièce trônait une simple table en bois brut, entourée de 2 chaises vides qui semblaient l'attendre. Daoud s'approcha lentement de la table, posant sa mallette avec une infinie délicatesse pour ne pas briser le silence. Ses mains expertes ouvrirent les loquets métalliques de la boîte dans un claquement sec qui résonna comme un coup de feu. Il en sortit un magnifique magnétophone à bande de marque Nagra, le fleuron technologique du journalisme d'investigation de l'époque. Le journaliste commença par aligner méticuleusement les 2 bobines de bande magnétique sur les axes en aluminium. Il fit passer le ruban marron et brillant à travers les têtes de lecture, sentant la tension monter à chaque geste.
Une brise glaciale traversa soudainement la pièce fermée, faisant frémir la surface de la bande magnétique à peine installée. Daoud se figea instantanément, fixant le coin le plus sombre de la pièce où la pénombre semblait s'épaissir anormalement. Les contours du mur semblèrent onduler comme sous l'effet d'une source de chaleur intense, alors qu'aucun feu n'y brûlait. Le journaliste déploya un microphone professionnel omnidirectionnel et le plaça précisément au centre exact de la table. Il brancha le lourd câble XLR noir à l'arrière de l'appareil de capture audio avec une concentration presque religieuse. Ses yeux se posèrent sur le cadran à aiguille du VU-mètre qui commença à s'agiter frénétiquement sans la moindre source sonore. Une voix sourde, vibrante et aux résonances métalliques inexplicables s'éleva soudainement des quatre coins de l'espace vide. L'entité invisible venait de prononcer le nom complet du journaliste d'une intonation chargée d'une ironie millénaire. Recouvrant son sang-froid de journaliste rationaliste, Daoud appuya fermement sur le gros bouton rouge d'enregistrement. Les deux bobines se mirent à tourner de concert dans un murmure mécanique régulier et presque rassurant. Daoud s'assit lentement sur sa chaise en bois, faisant face au siège vide qui lui faisait directement face. Il ajusta ses lunettes sur son nez, tentant de masquer le trouble profond qui s'était emparé de tout son être. « Je m'adresse à l'entité qui occupe cet espace », commença-t-il d'une voix volontairement posée et professionnelle. L'air au-dessus de la chaise vide se mit immédiatement à se condenser pour former une silhouette sombre et vaguement humaine. Une apparition vêtue d'un voile noir épais et opaque se matérialisa, fixant le journaliste de deux points lumineux invisibles. « Je suis Mustapha Kanjo », résonna l'entité sans qu'aucun mouvement de tissu ne vienne trahir l'existence d'une bouche. La température ambiante de la pièce chuta brusquement de plusieurs degrés, transformant le souffle de Daoud en une buée blanche. Le journaliste serra les dents pour éviter qu'elle ne s'entrechoque devant le micro grand ouvert. Le djinn affirma être âgé de plusieurs milliers d'années et avoir assisté à la chute de nombreuses civilisations humaines. Daoud prit une feuille de notes, s'apprêtant à poser les questions théologiques et scientifiques qu'il avait préparées. Avant même qu'il ne puisse ouvrir la bouche, l'entité commença à réciter les questions exactes écrites sur le papier. Un rire glacial, dénué de toute joie humaine, s'échappa de la silhouette voilée, faisant vibrer les vitres de la pièce. Les aiguilles du magnétophone bondirent violemment dans la zone rouge, menaçant de saturer la bande magnétique. « Pourquoi as-tu choisi de briser le secret de ton peuple aujourd'hui » lança Daoud d'un ton provocateur. La silhouette noire se pencha lentement vers l'avant, rompant la distance de sécurité établie entre eux. « Parce que le temps de la grande convergence entre nos deux mondes est enfin arrivé », murmura Mustapha Kanjo. À cet instant précis, un bruit sourd de pas lourd et rythmé commença à résonner sur le plafond, juste au-dessus de leur tête. Daoud réalisa avec effroi que l'appartement du dessus était censé être totalement condamné et vide depuis des années. Soudain, les deux bobines du magnétophone Nagra s'arrêtèrent net dans leur rotation, bloquées par une force invisible. La bande magnétique commença à fumer légèrement sous l'effet d'une chaleur intense localisée sur la tête d'enregistrement. Paniqué à l'idée de perdre cette interview inestimable, Daoud avança la main pour sauver son précieux appareil. Une main invisible et glaciale comme de la glace saisit alors brutalement le poignet du journaliste au milieu de son geste. La silhouette noire voilée se leva d'un seul coup, se dressant de toute sa hauteur irréelle au-dessus de la table. « Tu as bravé l'interdit, Daoud, et maintenant il réclame ton âme avant que le secret ne soit révélé », murmura la voix alors que la porte d'entrée se verrouillait d'elle-même dans un fracas métallique. L'écho métallique du verrouillage automatique résonna longuement contre les murs décrépits de la pièce close. Muhammad Isa Daoud recula d'un pas maladroit, sa chaussure écrasant un morceau de plâtre détaché du plafond. Les bobines du magnétophone continuèrent de tourner avec un léger bruissement régulier, indifférente à la tension ambiante. La silhouette voilée de la femme assise en face de lui resta totalement immobile, telle une statue de pierre noire. Une fraîcheur surnaturelle envahit subitement l'atmosphère, transformant la sueur du journaliste en un frisson glacé. La voix de Mustapha Kanjo s'éleva de nouveau, non pas de la gorge de la femme, mais directement du centre du magnétophone. « Ne crains rien pour ton corps éphémère, Daoud, car l'esprit a besoin de clarté pour recevoir notre genèse », articula l'entité.
Le djinn commença alors à décrire le monde d'avant l'homme, une époque où le feu sans fumée régnait sur la terre entière. Il expliqua que leur morphologie originelle est entièrement composée d'ondes vibratoires thermiques, invisibles à l'œil humain. Les djinns possèdent des organes internes, mais leur densité moléculaire est radicalement différente de notre matière biologique. Leur espérance de vie dépasse fréquemment plusieurs siècles, voire des millénaires entiers pour les castes supérieures. Kanjo affirma être né en Asie centrale, bien avant les grandes migrations qui redessinèrent les cartes de l'Orient. Notre géographie s'étend sous la vôtre, dans les failles de la terre et les déserts que vous fuyez, murmura la voix. Daoud prit convulsivement une note sur son carnet, sa main tremblant si fort que la mine de plomb faillit casser. Le djinn décrivit ensuite l'existence de 3 grandes catégories distinctes au sein de leur immense population mondiale. Les premiers sont les djinns volants, capables de traverser les distances atmosphériques à une vitesse vertigineuse. La seconde catégorie regroupe ceux qui adoptent des formes animales, s'incarnant principalement en serpent ou en chien noir. Daoud jeta un regard circulaire et paranoïaque vers les angles noirs du plafond de sa propre pièce. « Nous avons des rois, des tribunaux, des lois et des religions, tout comme vous », continua l'entité invisible. Cette révélation sur une société parallèle organisée frappa le journaliste de plein fouet, ébranlant ses certitudes rationalistes. Kanjo précisa que de grandes guerres intestines éclatent parfois entre les différentes tribus de djinns pour le contrôle des territoires. Les frontières de leur empire ne correspondent en rien aux limites politiques tracées par la main des êtres humains. Ils connaissent la douleur, la jalousie et la haine, éprouvant des passions souvent bien plus dévastatrices que celles des mortels. Votre technologie moderne n'est qu'un jouet face à l'ancienneté de nos sciences cachées, railla cruellement le djinn. Muhammad Isa Daoud ravala sa salive, sentant sa gorge s'assécher tandis qu'il ajustait le microphone plus près de la femme. Le témoin invisible commença alors à aborder la question de la nourriture et de la subsistance biologique des siens. Ils tirent leur subsistance des odeurs, des restes de sacrifices et de l'énergie résiduelle des matières organiques en décomposition. Un grincement provenant du plancher fit sursauter le journaliste, interrompant un instant le flux continu de l'enregistrement. La voix reprit sans pitié, affirmant que leur monde possède également des architectures colossales, invisibles au sens des humains. Ces cités impénétrables se dressent dans les zones océaniques les plus reculées et au cœur des tempêtes permanentes. Vous marchez sur nos toits sans le savoir et vous profanez nos sanctuaires chaque fois que vous détruisez la nature, accusa Kanjo. L'atmosphère de l'appartement devint si lourde qu'il semblait de plus en plus difficile de respirer normalement. Le djinn commença alors à révéler l'existence d'une lignée royale terrifiante qui domine secrètement toutes les autres factions. Cette dynastie souterraine entretient des liens étroits avec les forces de la rébellion originelle menée par Iblis. Daoud sentit une sueur glacée couler le long de sa colonne vertébrale à l'évocation de ce nom maudit. La vérité que tu cherches à publier va réveiller ceux qui dorment dans les profondeurs de l'Égypte, menaça la entité invisible. Soudain, les bandes du magnétophone commencèrent à s'accélérer d'elles-mêmes dans un sifflement strident et anormal. Le journaliste tenta désespérément d'appuyer sur le bouton d'arrêt, mais l'appareil refusa de répondre à ses commandes. La silhouette voilée se leva brusquement de sa chaise, tandis que le sol se mit à vibrer sous l'effet d'une puissance indicible. Une voix polyphonique et surhumaine satura l'espace clos, hurlant un avertissement final avant le blackout imminent. Alors que l'obscurité totale envahissait la pièce, le magnétophone projeta une lueur rouge sang tandis qu'un rire démoniaque s'échappait des haut-parleurs, annonçant l'arrivée imminente des gardiens du triangle des Bermudes. Le vacarme strident s'atténua lentement dans les circuits du vieux magnétophone, laissant place à une vibration sourde qui fit trembler les vitres crasseuses de la pièce. Muhammad Isa Daoud essuya d'un geste saccadé les gouttes de sueur froide qui perlaient le long de son front fatigué. En face de lui, la silhouette voilée resta d'une immobilité si parfaite qu'elle semblait taillée directement dans la roche des montagnes désertiques. La voix d'outre-tombe de l'entité s'éleva de nouveau, modifiant la pression même de l'air ambiant dans ce logement clos. Mustafa Kanjo commença alors à exposer la plus grande illusion de l'humanité, celle de se croire seul maître de ses propres pensées. Il prononça pour la première fois le mot redouté de Karine, décrivant ce double spirituel assigné à chaque homme dès l'instant de sa naissance.
Ce double n'est pas un simple compagnon passif, mais un djinn spécifique dont l'unique mission est d'étudier la moindre faille psychologique de son hôte. Le journaliste nota sur son cahier que le Karin murmure constamment à l'esprit humain à travers des pensées que l'on croit nôtres. Ce sont ces suggestions invisibles, appelées waswas, qui guident sournoisement l'homme vers la colère, le doute ou l'autodestruction. L'entité affirma que le Karin connaît chaque secret, chaque honte cachée, faisant de lui l'espion parfait niché au cœur de notre intimité. C'est par cette connaissance absolue du double que les voyants et les médiums trompent le monde en simulant une divination de l'avenir. Le djinn d'un voyant communique simplement avec le Karin du client pour extraire instantanément tout son passé avec une précision effrayante. Daoud frissonna en comprenant l'ampleur de cette manipulation invisible qui gérait des millions de destins à travers les âges. Puis, l'entretien glissa vers un sujet encore plus ténébreux, la science maudite du Sar, la véritable sorcellerie occulte. Mustapha Kanjo insista sur le fait que la sorcellerie n'est jamais un ensemble de trucages ou de simples superstitions de village. C'est un contrat de sang, une alliance scellée par des actes de profanation indicibles entre un sorcier humain et un chef de clan djinn. Pour obtenir la soumission d'une entité spirituelle, le magicien doit commettre les pires outrages contre les textes sacrés. Plus l'acte de trahison vers le divin est abject, plus le djinn accordé au sorcier sera puissant et destructeur. Le journaliste sentit une odeur soudaine de soufre et de poussière brûlée envahir l'atmosphère confinée de la pièce. Le djinn expliqua comment ces entités s'introduisent physiquement dans le corps humain pour exécuter les sorts d'envoûtement. Ils voyagent à travers le système sanguin, s'accrochant au centre nerveux pour manipuler les perceptions et les organes internes. C'est ainsi que des maladies soudaines et inexplicables pour la médecine moderne frappent des victimes innocentes du jour au lendemain. Le magnétophone émit un claquement sec, ses bandes magnétiques tournant avec une régularité presque hypnotique dans le silence retrouvé. Daoud demanda alors quelles étaient les différentes catégories de sorts magiques les plus couramment utilisées par leurs armées. Mustapha Kanjo énuméra le sar de séparation, conçu spécifiquement pour briser l'amour entre un homme et son épouse, sans raison apparente. Le djinn injecte une haine viscérale et une laideur illusoire dans le regard de l'un envers l'autre, détruisant les foyers de l'intérieur. Il décrivit ensuite le sort de folie, où l'esprit de la victime devient une prison où s'entrechoquent des voix terrifiantes. Le journaliste comprit que la frontière entre la psychiatrie classique et l'invasion spirituelle était devenue floue et terrifiante. L'entité révéla également l'existence d'objets physiques dissimulés, servant d'ancrage permanent pour ses maléfices sur Terre. Des cheveux tressés, des morceaux de vêtements souillés ou des métaux gravés de talismans enfouis dans les cimetières pour lier le sort à la mort. Tant que cet ancrage matériel n'est pas détruit par des rites de purification, le djinn conserve un pouvoir absolu sur sa victime. Un frisson glacial parcourut l'échine de Daoud lorsqu'il réalisa la complexité de ce réseau maléfique s'étendant sous ses pieds. Mustapha Kanjo changea subitement de ton, adoptant une attitude presque professorale pour détailler la hiérarchie des sorciers d'Iblis. Il expliqua que les plus grands magiciens de notre monde ne sont pas ceux que l'on croit, mais des figures de l'ombre hautement éduquées. Ces hommes de pouvoir utilisent l'énergie des sacrifices de masse pour maintenir leur domination politique et financière globale. Le journaliste comprit que l'enquête dépassait désormais le cadre du simple mysticisme pour toucher aux structures secrètes de la société. Le djinn rappela alors que la seule protection efficace résidait dans les formules sacrées de l'exorcisme légitime, la Rokia. Mais briser ces liens nécessite une force de foi absolue que peu d'hommes modernes possèdent encore véritablement. La voix de Mustapha Kanjo commença à se dédoubler, résonnant à la fois depuis le corps de la femme et depuis les murs de l'appartement. L'entité murmura que le temps accordé à cette entrevue touchait bientôt à sa fin, car d'autres forces savaient ce qu'il faisait. C'est alors que la bobine droite du magnétophone se bloqua brusquement dans un grincement métallique de plus en plus aigu. Muhammad Isa Daoud tenta désespérément d'appuyer sur le bouton d'arrêt, mais l'appareil refusa d'obéir à ses commandes. Une voix totalement différente, glaciale et royale, surgit alors du haut-parleur saturé, balayant les mots de Mustapha Kanjo. Le message inconnu prononça des coordonnées géographiques précises, évoquant une forteresse bâtie au fond de l'océan Atlantique. Kanjo
pris d'une panique soudaine, se mit à trembler violemment sur sa chaise, criant que le Conseil suprême d'Iblis venait de localiser leur abri. Alors que la bande magnétique commençait à prendre feu sous l'effet d'une chaleur surnaturelle, la porte d'entrée de l'appartement fut secouée par 3 immenses coups sourds. Les 3 coups monstrueux ébranlèrent le vieux bois de la porte, faisant trembler la poussière accumulée sur le lustre. Mohammad Isa Daoud se leva brusquement de sa chaise, ses yeux exorbités fixant le verrou métallique qui grinçait. Une fumée noire et âcre commença à s'échapper des bobines du magnétophone, menaçant de détruire l'unique preuve de sa vie. Sans accorder un regard à la porte, le journaliste plongea ses mains vers l'appareil surchauffé pour arracher la bande brûlante. La silhouette voilée de la femme s'agita alors d'un rire grave et caverneux qui semblait résonner directement à l'intérieur des murs. La voix de Mustafa Kanjo reprit avec une sérénité glaçante, affirmant que les gardiens de l'Empire d'Iblis étaient déjà à sa recherche. Le journaliste s'arrêta net, subjugué par l'autorité mystique qui émanait des paroles de l'entité millénaire. Le djinn commença alors à décrire un lieu lointain, perdu au milieu des eaux tumultueuses de l'océan Atlantique. Il révéla que le triangle des Bermudes n'était pas une simple anomalie magnétique, mais le trône terrestre d'Iblis lui-même. Sur les bandes magnétiques qui grésillaient, l'entité dessina par les mots une cité sous-marine bâtie en nacre noire et en verre volcanique. C'est là que le souverain de l'invisible réunissait ses conseils secrets pour planifier la corruption méthodique des nations humaines. Mustafa Kanjo expliqua que les disparitions de navires et d'avions correspondaient à des intrusions involontaires dans ce sanctuaire interdit. Les humains capturés dans cette zone n'étaient pas tués, mais réduits en esclavage psychique pour alimenter les machines de guerre occultes d'Iblis. Daoud écoutait ce récit incroyable en prenant des notes frénétiques, sa plume grattant le papier jauni avec une force convulsive. Le djinn évoqua également un second point d'ancrage mondial situé dans le triangle du dragon, au large des côtes japonaises. Ces 2 portails formaient un axe invisible à travers la Terre, permettant aux armées de démons de se déplacer en un clin d'œil. Soudain, la température de la pièce s'effondra, transformant le souffle chaud du Caire en un hiver intérieur glacial. Les bobines du magnétophone ralentirent brusquement, le moteur électrique luttant contre une force gravitationnelle invisible. Mustafa Kanjo prononça alors ces derniers mots, affirmant que le temps imparti à leur rencontre venait de s'épuiser irrévocablement. Dans un dernier claquement sec, la bande magnétique se brisa en 2, mettant un terme définitif à l'enregistrement légendaire. Un silence absolu et de plomb retomba sur la pièce, tandis que la femme possédée s'effondrait doucement en avant, libérée de son fardeau. Muhammad Isa Daoud resta assis de longues minutes immobile, contemplant les débris de plastique et de bandes éparpillées devant lui. Les mois qui suivirent cette nuit de cauchemar virent la publication du livre tiré de ces entretiens interdits. L'ouvrage provoqua une onde de choc sans précédent dans le monde islamique, divisant profondément les érudits et la population. Pour les théologiens rationalistes, les révélations de Daoud n'étaient qu'un tissu de superstitions habilement mis en scène. D'autres y virent une confirmation terrifiante des prophéties anciennes concernant la fin des temps et le triomphe de l'ombre. Des critiques littéraires analysèrent l'œuvre sous l'angle du mythe moderne, comparant le récit à de la science-fiction ésotérique. La concordance parfaite entre les descriptions de Kanjo et certaines légendes pré-islamiques intrigua néanmoins les anthropologues les plus sceptiques. Le prix à payer pour Mohammad Isa Daoud fut immense, perdant peu à peu sa crédibilité de journaliste sérieux au profit d'une réputation de paria. Il passa les dernières décennies de son existence barricadé dans son appartement, affirmant entendre constamment des murmures derrière ses cloisons. L'analyse moderne de cette affaire balance toujours entre l'imposture journalistique de génie et la véritable percée occulte. Aucun enregistrement audio original n'a jamais été rendu public, alimentant la théorie que le gouvernement égyptien aurait saisi les bandes survivantes. Pourtant, la précision des révélations géographiques sur l'Empire d'Iblis continue de fasciner les chercheurs de vérité du monde entier. Aujourd'hui encore, l'histoire de cette interview hors du commun reste un monument de la culture paranormale du Moyen-Orient. Elle rappelle à l'humanité que derrière le voile rassurant de la modernité scientifique subsistent des forces anciennes que nous ne maîtrisons pas. L'enquête de Daoud s'est éteinte avec lui, laissant derrière elle un testament écrit noir sur blanc qui continue de défier notre logique.
Les sceptiques crieront au canular, tandis que ceux qui ont entrouvert la porte du monde invisible frissonneront à la lecture de ces pages. La vérité sur Mustapha Kanjo reste à jamais prisonnière du temps et des frontières ténues de la foi et de la raison. L'univers des djinns conserve jalousement ses secrets, tapis dans l'ombre des déserts et des abysses océaniques hors de notre portée. C'est ici que s'achève la chronique de la plus dérangeante des confrontations, laissant l'auditeur seul juge face au mystère éternel de l'invisible.